Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la deuxième situation du DPP. Cette deuxième situation s'articule en deux points, toujours pareil. Le titre de la deuxième situation est l'ITEP, la situation d'Elias. 2.1, le jeu comme moyen de canaliser la violence. 2.2, jouer entre guillemets du billard à trois bandes pour rentrer en relation éducative. Donc la deuxième situation, la voilà. L'ITEP, la situation d'Elias. La mission principale de l'ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, est d'amener l'usager à un travail d'élaboration psychique en accompagnant son développement singulier, en prenant en compte la nature des troubles psychiques et leur dynamique évolutive. Les ITEP sont des établissements médico-éducatifs accueillant des adolescents présentant des troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle. Les personnes accueillies en situation de handicap reçoivent une orientation par la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. 2.1. Le jeu comme moyen de canaliser la violence. Il y a des usagers pour lesquels je me souviens en détail du moment où nous nous sommes rencontrés dans la structure. Je peux repenser au contexte, aux détails, mais par la suite, c'est un sentiment, des sensations qui me restent. Il peut m'arriver aussi de retenir un moment précis que nous avons partagé, que j'associe à la personne accompagnée. Pour Elias, je ne me rappelle pas du premier moment où je l'ai rencontré dans l'ITEP. Les premières fois que je l'ai croisé, il arrivait en furie, passait en coup de vent devant tout le monde pour se réfugier dans sa chambre d'où il ne sortait que rarement. Il était violent dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actes, et semblait insaisissable. Nous nous étions vus, présentés, parlé, mais je pense que j'étais pour lui un éducateur stagiaire de plus, comme il en a vu certainement beaucoup. J'étais bien repéré, mais pas investi. Elias est à ce moment-là un adolescent de 17 ans qui travaille en apprentissage depuis quelques mois, mais vient d'être licencié parce qu'il s'est battu avec un employé. Il a retrouvé un employeur et a changé de métier. Il est à l'ITEP depuis presque 3 ans et compte parmi les anciens. Il inspire la peur à ses pairs car il peut être capable d'une grande violence physique et ce de manière totalement gratuite. Plusieurs fois, j'ai pu observer des scènes où Elias interpelle un de ses pairs lui demandant de venir vers lui car il veut lui dire quelque chose, et au moment où celui-ci est assez près, il lui décoche une violente gifle sans raison apparente, faisant reculer la personne de 2 pas. La violence ne s'exprimait pas seulement physiquement, mais aussi dans la parole le plus souvent. Il semblait être vraiment débordé par des sentiments d'extrême violence, et j'avoue que les premiers temps, je n'étais pas rassuré en sa présence. Et à raison, car malheureusement, c'était chose fréquente dans l'ITEP, j'ai pu observer et vivre de nombreux passages à l'acte sur des éducateurs et entre adolescents durant mon stage de 8 semaines. Dans son parcours de vie, Elias a été un enfant battu par son père et par sa mère alcoolique qui fut retrouvé décédé dans un bois après plusieurs mois de disparition dans des conditions douteuses. Quand Elias a été placé au village de l'enfance à l'âge de 8 ans, son père a déménagé et n'a plus donné signe de vie. Elias a un grand frère, une grande sœur qu'il ne voit plus. Lorsque le psychiatre de l'ITEP parle d'Elias, il aborde sa violence quasi permanente et parle d'un enfant abandonnique avec des difficultés à demander de l'aide. Elias est un enfant intelligent, vif d'esprit et très habile sur le plan sportif. Il manifeste un grand besoin de faire du sport. Un jour, je me retrouve à faire un accompagnement de jeunes, au pluriel, pour qu'ils aillent jouer au billard et au bowling de la ville. Il y a Elias et un autre adolescent de l'ITEP, mais au dernier moment, l'autre jeune annule. Elias me demande de l'accompagner pour jouer avec lui. Ce jour-là, nous avons fait plusieurs parties et Elias a perdu. Le fait de perdre l'a rendu très nerveux et frustré. En public, il cherchait à m'intimider physiquement et en parole. Tout au long du stage, il me demandait régulièrement de faire d'autres parties. C'était une activité qui n'avait lieu pas de manière définie, mais était toujours en groupe de trois jeunes en général. Les parties entre Elias et moi étaient serrées, mais Elias a toujours perdu. Au fil des semaines, il ne m'en voulait plus trop et n'était presque plus frustré. Au contraire, je sentais
que le fait de jouer sans retenue était pour lui un signe de franchise. Au fur et à mesure, et sans m'en rendre compte au début, j'avais créé un espace et un temps où je lui donnais une place d'altérité. Cette altérité nécessitait pour Elias d'accepter de vivre quelques altérations, rentrant ainsi dans un processus de construction et non comme attaque de sa personne. Avec le recul, je me situais dans un processus où je regardais Elias à partir de ce qu'il était et non pas ce qu'il me donnait à voir. Je cherchais ses qualités et ses compétences qui pouvaient sembler complètement recouverts sous une montagne de souffrance. Son attitude en public et à l'ITEP s'était apaisée. Parallèlement à ces parties, je commençais à mettre en place de courtes discussions sur la gestion de son espace personnel, sa chambre notamment. Ces tentatives d'intimidation par la violence à mon égard étaient de plus en plus rares et plus atténuées. Il me semblait observer un début de reconnaissance de l'autre, avec un A majuscule, autrement que dans l'affrontement physique. On arrive au deuxième point. Jouer du billard à 3 bandes pour entrer en relation éducative. Avec l'équipe en réunion clinique, nous parlions souvent du problème de gestion de la chambre d'Elias. Les montagnes de vêtements sales et propres mélangés sur le sol, le fait qu'il fume sans ménagement, qu'il garde tous ses vêtements des anciens métiers qu'il a essayés dans le passé, et il y avait de la nourriture moisie sous le lit principalement, et dans les angles de sa chambre. Cet espace est alors envahi, et son environnement reflète sûrement ce qu'il y a dans la tête d'Elias. Lors d'une réunion, je me suis proposé d'aborder ce sujet avec lui pour comprendre comment il voyait son espace personnel. J'ai eu des discussions informelles avec Elias et très vite j'ai compris qu'il y avait une différence entre ses dires et la réalité. Ce qu'il souhaitait pour lui-même n'était pas ce qu'il faisait. Je sentais aussi que nous aurions pu en parler pendant des mois sans que cela ne vienne changer quoi que ce soit. Je me suis senti d'impulser une action à travers un questionnement que je lui proposerais. Mon but n'était pas de lui faire ranger absolument sa chambre, mais qu'il mette ses mots en acte. Un lundi soir, je vais chercher Elias à son travail et dans la voiture, il me parle de ce qu'il projette comme sortie dans la semaine. Ouvrez les guillemets. Oui, dis-je. C'est une bonne idée, mais dis-moi les choses sérieuses. Tu t'en occupes ou tu penses qu'à l'amusement ? C'était l'idée que je souhaitais faire passer à Elias, mais à ce moment-là, ces mots sont sortis d'une manière spontanée. J'aurais souhaité que la finalité soit celle-ci, mais qu'il élabore cette idée par lui-même. Mais je l'avais prononcée. C'était un peu direct, comme tournure de phrase par rapport à mon attitude. Quasi spontanément et durant le trajet du retour, il s'est mis à organiser son emploi du temps de la semaine à haute voix et me dit, ouvrez guillemets, dernier délai, jeudi, je range ma chambre et après on va faire une partie de billard. Ok ? Sur le moment, j'ai compris que pour Elias, le billard était une récompense au fait de ranger sa chambre. Ce à quoi j'ai répondu, Elias, tu fais bien ce que tu as envie de toute manière, comme d'habitude, non ? Je suis d'accord. Je suis d'accord pour aller jouer et on ira jouer même si tu n'as pas arrangé ta chambre. Moi, quand je prévois, je prévois. Et toi ? Il y avait un air d'engagement dans la voiture à cet instant. Ce lundi-là, le mardi et puis le mercredi soir suivant, il n'a jamais plus abordé le fait de ranger sa chambre, ni même parlé de la sortie billard. Le jeudi soir, comme quasiment tous les soirs, je vais chercher Elias, et dans la voiture, les lèvres me brûlent de remettre le sujet sur le tapis, mais j'arrive à tenir ma langue. En arrivant à l'ITEP, il sort du véhicule et se réfugie dans sa chambre, comme il le fait à son habitude. À ce moment précis, je me dis que ce qui a été dit n'a pas suffi pour l'instant. Je rejoins un collègue dans la cour et nous nous mettons à discuter de choses et d'autres. Quelques minutes après, et alors qu'il fait très froid dehors, Elias arrive vers nous, pieds nus, short et t-shirt, et me dit « Bon, par contre, il me faut un coup de main pour le placard, hein. Les étagères sont pétées, alors il y en a pour 2 secondes, mais faut être deux, hein. » J'y suis allé et j'y suis resté de 17h à 19h.
Les étagères étaient effectivement cassées, mais ne nécessitaient pas une aide. Je suis rentré dans sa chambre pendant qu'il rangeait en l'aidant un peu. Il a tout rangé, mis dans des sacs poubelles, passé la serpillière en un temps record, pour l'état dans lequel était sa chambre. Pour l'avoir observé, pendant qu'il triait et rangeait, il m'a semblé comprendre que son placard était un de ses problèmes. À l'intérieur s'y trouvaient des vêtements de son grand frère et de vieux objets qu'il semblait être importants pour lui. De temps en temps, il me parlait de certains objets ou vêtements. En vrai guillemets, tu vois ça, c'est à moi, mais avant c'était à quelqu'un d'autre. Et il rangeait l'objet. Avec le recul, sa manière de ranger m'a fait penser qu'en fait il cachait certains objets probablement chargés affectivement. Le jeu est un lieu où les choses permises et interdites deviennent claires. Entre guillemets, ça c'est une citation de Capulet-Lemay de l'éducation spécialisée. Ce contexte d'affrontement, qui est une partie de billard, était l'occasion de dévier ces affrontements physiques et verbaux. Dans les parties de billard attendues d'Elias, il y avait probablement une vérification de la solidité de la personne en face de lui. Le jeu, dans le sens du game de Winnicott, constitue la représentation symbolique des règles qui existent en société. À travers ce contexte de jeu, et voyant qu'il en acceptait la frustration, j'ai pris appui sur cette capacité d'Elias pour impulser des propositions éducatives dans mon discours. S'il acceptait des règles, il pouvait en entendre d'autres sur un sujet qui le concerne. Le moment du jeu devient un espace où notre implication est totale et où l'on s'affronte sur le même plan. Le jeu permet de révéler entre guillemets, la valeur intrinsèque de l'être humain, quelle que soit l'inadéquacité de certains de ses comportements. De cette manière, on peut différencier la personne, entre parenthèses l'être, de ses actions, entre parenthèses le faire, afin de lui permettre de choisir. Le jeu possède en outre la qualité d'une fonction réparatrice de l'image reflétée de l'autre. Et ça, c'est une citation de, pareil, Capulet-Lemay de l'éducation spécialisée. Donc je reprends la phrase. Le jeu possède en outre la qualité d'une fonction réparatrice de l'image reflétée de l'autre. Autrement dit, dans cet espace, je peux échapper à moi-même et devenir autre. Je m'interroge sur le fait que lorsque la rencontre éducative ne se passe pas, si cela ne serait pas parce que la relation n'a pas trouvé le moyen d'aller explorer la personnalité de l'autre. On ne peut pas réduire la personne accompagnée à sa pathologie ou à sa problématique, et moi-même, ne suis-je que l'éducateur stagiaire? Comment saisir les opportunités dévoilées? Comment saisir les opportunités de dévoiler mon humanité derrière l'étiquette sociale qui, au prime abord, est vide de sens? Voilà pour la deuxième situation. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Salut!